la tête que j'ai. À l'aide. Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien dans ce vlog parce que j'ai encore oublié de filmer l'intro, comme d'habitude. On va... tout d'abord, vous allez voir un petit peu une partie, parce que j'ai pas pu tout filmer, une partie d'une rue à Chinatown où vous avez les tissus. Cette rue, si vous aimez la mode, si vous aimez la couture, etc., elle est fantastique. Alors forcément que, ayant fait mes études en mode, j'ai acheté du tissu. J'ai acheté ça. Alors, mon père me dit, oui, mais c'est pas très joli. Merci papa. Voilà, j'ai acheté 3 mètres de ce tissu-là. Le but, c'est d'en faire une veste qui sera doublée avec plusieurs emplacements et tout. Bref, ça va être sympa. Et si possible, de pouvoir se faire une sorte de capeline avec. C'est 3-4 euros le mètre. Voilà, 3-4 euros le mètre, c'est quand j'étais en études de mode en France. Aujourd'hui, c'est plus du tout ça. Hein. On est d'accord qu'aujourd'hui, c'est plus du tout ces tarifs-là. J'étais en études, c'était il y a 10 ans. Voilà, en 10 ans, le prix du tissu a méga augmenté en France. Chinatown, c'est là où vous trouvez aussi les herboristes, forcément, pour tout ce qui va être remède de plantes chinois et compagnie. En général, les médecins de Chinatown vous demandent pas d'aller dans une pharmacie, ils vous demandent d'aller à l'herboriste. Et là, vous avez une rue entière, pareil. C'est pas rue, hein, c'est assez bien foutu, leur truc, assez bien délimité. Vous avez la rue des tissus, vous avez la rue des vendeurs de cigarettes, vous avez la rue des herboristes, vous avez la rue qui a toutes les décorations pour le Nouvel An lunaire, vous avez la rue des restaurants, etc., etc. Néanmoins, je ne vous conseille pas trop d'aller manger du côté de Chinatown si vous êtes en voyage à Ho Chi Minh. Le truc de vous manger du chien et du chat est réel là-bas. Les Vietnamiens, pas trop, en soi. Mais du côté de Chinatown, oui. C'est pour ça que vous ne trouverez aucun animal errant du côté de Chinatown. En général, ici, on apprend aux animaux à se protéger, c'est-à-dire qu'ils vont être relativement agressifs si vous les approchez. Et vous le voyez, hein, généralement, ils sont jamais très loin de leur maître. Si vous voyez un chien se balader dans la rue, vous pouvez être sûr que son maître, il est pas très loin derrière. Parce que ça arrive, hein, vous êtes en scooter et vous voyez un petit chien qui se balade, son maître, il est à côté. Ou, voilà, quelque part. Mais il est par là. Pourquoi est-ce que les animaux errants sont relativement rares à Ho Chi Minh? C'est tout simplement parce qu'il y a des gens qui les prennent, qu'ils appartiennent à quelqu'un ou pas, ils les prennent et ils les revendent sur le marché noir ou du coup les restaurateurs de Chinatown les achètent pour pouvoir les foutre dans leur nourriture, qui vous servent au restaurant. Il y a de très belles choses au Vietnam, hein, mais le but de ces vlogs, c'est aussi de vous parler des trucs qui sont incroyablement beaux, incroyablement cool à faire, etc. Mais aussi de vous parler, de vous dire de faire attention aux trucs dont on ne vous parle pas du côté des influenceurs. En espérant que je vais pas me faire strike. Parce que oui, hein, y a des journalistes qui sont en tôle à l'heure actuelle, des journalistes vietnamiens, parce que ils parlent mal du régime, et que dans un pays communiste, ça ne se fait pas. Donc on espère que je vais pas aller en tôle non plus, hein. S'il vous plaît. Surtout que là, du coup, j'ai rouvert les commandes pour les tirages audio et repris les rendez-vous pour des envoûtements et compagnie. S'il vous plaît, permettez-moi de travailler. Pourquoi? Parce que j'aime mon boulot et que même en vacances, j'ai quand même envie de bosser. Un peu maso du travail, quoi. Mais quand on aime ça, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est un travail ou pas? Moi, je pense que non. Après quoi, on a été du coup dans un salon de coiffure, massage. Vous savez, les fameux air spa où vous avez de l'eau qui vous coule sur la tête pendant qu'il y a une nana qui est en train de vous masser. Et ben c'est ça. Et en même temps, vous avez un soin du visage. Et en même temps, vous avez une pédicure. Et en même temps, vous avez une manucure. Parce que ça, c'est les mains, du coup. Pédicure, c'est les pieds. Bref. Il y a la manucure aussi. Et tout ça pour moins de 15 euros. Donc les influenceurs là qui sont en train de vous dire oui, moi j'ai été dans ce truc, ça coûte 60 balles, c'est génial, vous avez un tout complet. Ça c'est la partie un petit peu debunk, c'est-à-dire que ces lieux-là sont effectivement très jolis. Effectivement pour le tout complet c'est moins cher qu'en Europe. Et encore ça dépend où, en tout cas c'est moins cher qu'en France. Mais c'est des attrapes touristes. Tu peux avoir la même chose pour littéralement 50 euros de moins.
Et quand t'as payé ton billet bonbon parce que mine de rien tu vas à l'autre bout du monde, c'est quand même pas mal d'économiser sur des services de ce genre. Ce qui va coûter cher, c'est le loyer du coup, pas la prestation en soi. Donc c'est mieux d'aller dans des petites rues qui sont toutes petites. C'est mieux littéralement, en fait, ça c'est le meilleur conseil que je peux vous donner si vous allez au Vietnam, c'est de demander aux natifs. Vous parlez pas vietnamien, c'est pas grave. Ils sont super contents quand vous essayez au moins de parler avec eux. Xin chào, c'est pour dire bonjour. Après, vous prenez votre téléphone, vous prenez Google Traduction et vous écrivez « Bonjour, je recherche un endroit où je pourrais me faire masser, laver les cheveux, avoir une manucure et une pédicure. Est-ce que vous auriez un endroit à me conseiller ?» Et pour dire merci, vous dites « Come on ». Très important de faire cette petite pause parce qu'il y a beaucoup de prononciations différentes et ça peut vouloir dire totalement autre chose. Vous voyez le mot on, off? Et bien là c'est pareil, come on, qui veut dire du coup merci. Donc inutile d'aller dans les spas de luxe, inutile d'aller dans tous les endroits que vous voyez sur TikTok avec les influenceurs, on s'en fout que le bâtiment il soit pas joli, ce qui compte c'est la prestation. Et les nanas, que ce soit dans un truc de luxe ou que ce soit dans un petit truc de quartier, la formation elles l'ont eu au même endroit. Si. Elles l'ont eu au même endroit. Donc c'est la même chose. Mais que ce soit pour un air spa, un massage ou une pédicure, une manucure, ou que ce soit pour visiter des endroits, ou que ce soit pour des petits endroits un petit peu cachés, ou que ce soit pour un super café, ou n'importe quoi, n'hésitez pas à demander aux natifs. Moi du coup j'ai la chance d'avoir ma famille ici qui connaît littéralement tout, étant donné que mes cousines sont nées ici, mes tantes, mon père, etc. depuis des générations sont nées à Saigon. Du coup, ils m'emmènent dans des endroits qu'ils connaissent depuis super longtemps. Mais si vous, un jour, vous avez envie d'aller au Vietnam et que malheureusement, vous n'avez pas de famille au Vietnam et que vous n'avez pas d'amis ou quoi que ce soit qui habitent au Vietnam, encore une fois, n'hésitez pas à demander aux gens, ils adorent qu'on essaie de rentrer dans leur culture. Et ça, c'est dans tous les pays asiatiques. Vous allez en Thaïlande, vous allez au Laos, vous allez au Cambodge, vous allez au Japon, vous allez en Chine, en Corée, peu importe. Ce sont des personnes qui adorent qu'on essaie de comprendre leur culture, qu'on adore. Voilà. Comme ça, ils ont l'air d'un peuple qui est assez fermé, mais pas du tout. Bref, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Regardez tout ça et puis on se dit à plus tard. Et il y a tout le monde. Aujourd'hui, on est dans une pagode. Alors une pagode, c'est littéralement, c'est comme une église pour les chrétiens, c'est comme une mosquée pour les musulmans, c'est le temple des bouddhistes. Coucou petit poisson. Vous avez Bouddha. Avec ça, c'est l'équivalent des saints. Les protecteurs, en fait. Ici, vous avez les armes des saints qui servent à protéger Bouddha. Ici, c'est là où sont mis les cendres des gens. Et ici, là, c'est ma grand-maman, mon grand-papa et mon oncle. Et ici, là-bas, vous avez d'autres saints encore. Ici, là, vous avez mon oncle, encore mon oncle, et encore mon oncle. Et en fait, ce sont des boîtes avec du coup la tête des gens, et dans ces boîtes, ce sont les cendres des gens. Là, vous voyez qu'il y a une table avec des offrandes. Ici, là, les deux petits trucs, là, ce sont des chemises. Et les moines, en fait, apportent la nourriture sur les tables pour les offrandes. Les moines apportent la nourriture sur les tables pour les offrandes, sur les petites tablettes, là, comme ça.
pour que justement ils puissent manger. Et du coup, les cendres sont ici parce que quand les moines prient en haut, les prières sont aussi pour tous ceux qui reposent ici en fait. Ici, vous avez donc Bouddha, et ici, tout autour, vous avez quelques-uns de ses élèves. Alors, des sortes d'apôtres en fait. Si je dis quelques-uns, c'est parce que des élèves Bouddha, il en a 108. Voilà. Et donc mon père me disait que tout autour, les terrains tout autour, tout ça, ça appartenait à ma famille avant. Il y a plusieurs générations de ça, hein. Et que du coup, on a donné ces terres pour que du coup les gens puissent y enterrer leurs morts, et qu'il y a aussi une partie où l'État l'a pris en mode on le prend et voilà, vous avez rien à dire. Et du coup maintenant tout ce qui reste du terrain à la famille, c'est le terrain de la pagode. Mais du coup c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est-à-dire que la pagode ne vous appartient pas vraiment, mais du coup c'est la famille qui la gère, en gros, de ce que j'ai compris. Thì bảo thủ dĩ đề về tảo ngộ tất công, bậc mì bảo liên hoa của phẩm đăng thượng phẩm dĩ tiêu giao ký nọ nhất sanh khế vô sanh nhi tự tại thiền bổn nghiêm tịnh. Thì siêu chư vị hương linh Trần Ngọc Giao pháp danh minh đạo, họ thế 81 tuổi Nguyễn Sĩ Phu, họ thế 80 tuổi Lê Đình Kỷ pháp danh Nghiêm Tiến Dương, họ thế 60 tuổi Trần Chánh Tâm pháp danh Thiện Phước, họ hưởng dương 51 tuổi. Nguyện chư vị hương linh thừa tam bảo lực, tóc hoa bồ đồ siêu. Bah écoutez les gars, c'était la première fois que j'assistais à une prière bouddhiste. Et waouh.
C'est la première fois il y avait un moine un moine bouddhiste qui venait pour entamer des chants bouddhistes pour une prière pour des défunts dont je suis directement liée. Parce que du coup, c'était pour toutes les personnes qui sont là, hein, qui sont présentes. Mais il y a quand même 3 de mes oncles et mes 2 grands-parents dont les cendres sont dans cette pagode. Je sais pas comment vous décrire. Imaginez, vous avez une chorale chrétienne qui vient dans le cimetière devant la tombe de votre famille et qui commence à entamer des chants avec le prêtre qui est à côté, avec l'encensoir, avec l'eau bénite et tout. Même si c'est pas que pour votre famille et que c'est pour toutes les personnes qui sont dans le cimetière. Mais ouais, c'était dingue, en fait. C'était complètement dingue. Et c'était apaisant de fou. Genre, vous voyez, dans la vidéo, à un moment, il y a le grand Bouddha. Il y a le grand Bouddha, il y a un espace vide, du coup, il y a un tapis au sol. Il y a un homme qui est à côté d'une cloche et qui fait sonner le gong, littéralement, qui fait sonner la cloche, sonner le gong. Et de l'autre côté, juste en face de Bouddha, du coup, vous avez l'autel de ses protecteurs, pour le protéger. Qui sont... Au début, j'ai regardé mon père, je dis pourquoi il y a des démons en face de Bouddha? Il dit bah c'est pas des démons, c'est ceux qui le protègent. Ah! Parce qu'au Japon, ils ont le masque de Oni en fait, et les Oni c'est des démons. Mais pas du tout. C'est plutôt l'inverse, du coup. Mais du coup, ils font mal à ceux qui... Ils font mal et ils font peur à ceux qui veulent faire du mal à Bouddha. Parce que oui, aussi entité transcendée soit-il, il y a quand même forcément des forces négatives qui veulent lui faire du mal. La lumière appelle l'ombre. Et Bouddha, c'est comme ça, du coup, qu'il a réussi à transcender et à atteindre ce qu'on appelle la lumière suprême, l'illumination, du coup, dans la culture bouddhiste. Donc ce qu'on vise de par le développement personnel, etc., c'est cette illumination. Et dans toute religion, c'est pareil. Jésus a transcendé son humanité pour, du coup, être maintenant à la droite de son Père Dieu. Et il me semble que dans la religion musulmane, je crois que c'est pareil. Mais j'avoue que je suis pas assez renseignée sur la religion musulmane, donc n'hésitez pas à me dire si c'est pareil ou pas. Hein, parce que si ça se trouve, je raconte complètement des cracks. Il me semble que dans toutes les religions, il y a cette idée de dépasser des épreuves pour atteindre une sorte d'illumination. En tout cas, l'histoire de Bouddha, c'est ça. J'ai traversé des épreuves humaines qui m'ont forgé, qui m'ont fait évoluer, et du coup, j'ai transcendé, j'ai atteint l'illumination. Donc pour les chrétiens, ça va être du coup par le paradis, la vie éternelle dans le paradis. Pour les bouddhistes, c'est à travers la réincarnation. Parce que la réincarnation, c'est bouddhiste, hein, à la base. Et c'est là où tu vois que la culture bouddhiste, elle a pris beaucoup de place, en fait, en Occident. Sans même qu'on s'en rende compte. Et pas spécialement au niveau du yoga. Et pas que le namasté. La culture bouddhiste, ses enseignements et autres sont présents partout en Occident. En France, en Europe, aux États-Unis, etc., etc. Parce que Bouddha, il est, comme du coup Jésus, comme beaucoup de prophètes, il est humain, du coup, et il a atteint cet état c'est pas vraiment divinité, parce que Bouddha est pas vraiment considéré comme un dieu, enfin c'est beaucoup plus compliqué que ça. Mais je vous invite, du coup, à vous renseigner sur la vie de Bouddha, parce que c'est vraiment très très intéressant. Lui aussi a passé 40 jours sans manger ni boire. Et ça aussi, c'est quelque chose, c'est ces fameux 40 jours qu'on retrouve dans beaucoup de religions, et qui est du coup très intéressante. Mais ouais, ce fameux chant bouddhiste-là était absolument incroyable. Et donc du coup, à l'étage, vous avez un grand Bouddha, du coup, qui est placé, avec du coup en face ses protecteurs, et avec un moine qui vient sonner le gong à un intervalle régulier pour la prière. Le son monte du coup jusqu'au ciel pour accompagner la prière des pratiquants, enfin de ceux qui viennent prier du coup. Et l'âme de tous les défunts qui sont dans cette pagode, et Bouddha, et les saints, et les protecteurs, et les élèves de Bouddha, donc les 108 là,
entendent vos prières et viennent vous protéger. Il y a des choses dans la vie comme ça qui font qu'à un moment, notre foi va être un petit peu mise à l'épreuve. Il y a des moments où on va moins croire, il y a des moments où on va plus croire. Mon père me disait, moi au début, j'ai grandi dans cette religion bouddhiste avec mes grands-parents, avec mes frères et sœurs, mais moi j'y croyais pas trop. Et un jour, par un événement assez malheureux qui s'appelle la guerre, le fait qu'il ait failli mourir 3 fois, et qu'aujourd'hui il a des enfants et qu'il habite en France, qu'il a réussi à s'échapper de ça, il m'a dit, là je me suis rendu compte que en fait j'étais protégée. Et ces dernières années aussi, mon père est tombé malade, malheureusement, il est devenu handicapé, et ça aurait pu être beaucoup plus grave pour lui. Il aurait pu être en fauteuil roulant constamment. Aujourd'hui il marche, mais ça n'a pas toujours été le cas. Il marche parce que son traitement lui permet de marcher. Ça a été un moment qui a été extrêmement douloureux pour notre famille, forcément. Et par rapport à cet épisode-là, il m'a dit maintenant, je sais que je suis protégée, je sais que mes parents, mes ancêtres, en fait, parce que c'est ça le bouddhisme, c'est par rapport à tes ancêtres, me protègent. Et effectivement, mon père est relativement terre à terre. Il n'apprécie pas vraiment ce que je fais, on va dire. Ma mère fait du Reiki, il y croit pas spécialement. Enfin, faisait du Reiki parce que du coup, elle a fait évoluer sa pratique. Et quand du coup, le moine bouddhiste, on lui a demandé par rapport à la chance, par rapport à cette année en 2025, comment ça allait se passer. Donc ça, c'est par rapport au basique. Vous voyez, en Occident, en France, États-Unis, Europe et compagnie, on a l'astrologie. Et ben là, c'est pareil, le basique, c'est sur base de l'astronomie asiatique. Donc par rapport à votre signe, par rapport à votre élément, par rapport à beaucoup de choses, mais en gros c'est comme l'astrologie, mais version asiatique. Et du coup savoir s'il y aura de la chance cette année ou pas. Pour les singes, oui. Mais attention, par rapport à je sais plus quoi, enfin j'ai pas tout bien compris. Mais voilà, attention juste aux accidents. Et alors aux accidents de quoi après je sais pas. J'ai pas demandé la précision. Bon, on va dire accident de la vie quotidienne. Dans tous les cas, faites attention à vous, c'est le plus important. Mais voilà, pour les singes, on va avoir de la chance cette année, donc ceux nés en 1992, et du coup, tous les 12 ans après. Bref, vous allez sur internet, vous tapez votre année de naissance et signe du zodiaque asiatique, voilà, c'est bon. Vous aurez votre réponse. Pour les autres signes, malheureusement, je peux pas vous dire parce que du coup, je lui ai pas demandé les 12 ans. Mais apparemment, l'année du serpent pour les singes est une bonne année. On rappelle que bien évidemment, il n'y a pas spécialement besoin de ça pour faire en sorte que votre année soit bonne ou mauvaise. C'est vous qui décidez de votre destin, c'est pas les énergies, c'est pas les astres ou quoi que ce soit, c'est vous. Les vidéos que je fais, l'astrologie, etc. sont des aides pour vous aider à comprendre l'énergie qui est en place, mais ce n'est pas cette énergie qui fait vous. Si par exemple on vous dit non, cette année elle va pas être très terrible, bon, partons pas déjà défaitistes en disant de toute façon cette année c'est de la merde. Non, on part avec des énergies positives en mode cette année de toute façon, peu importe ce que tu me dis, c'est mon année. Et je vais tout déchirer, point barre. Bref, 8 minutes que je parle, il va être long ce vlog. Moi je vais finir de bosser, du coup là j'ai eu des commandes de tirage audio, donc je vais les faire là histoire de les envoyer le plus rapidement possible. J'ai fait le soin du mois aussi, donc ça aussi il faut que je le monte pour pouvoir l'envoyer le plus rapidement possible. Et tout à l'heure on va aller voir la poste de Saigon, donc Ho Chi Minh. Et c'est un bâtiment qui a été construit par Gustave Eiffel durant la colonisation de la France, tout ça. Et ça aussi c'est un truc que j'ai remarqué au Vietnam, c'est qu'il y a plein d'architectures différentes. C'est-à-dire que nous, si tu veux faire un bâtiment de telle façon, déjà tu dois demander un permis de construire, et ensuite la mairie elle te dit oui ou non. Surtout si tu es dans le centre-ville par exemple. Si tu veux faire des travaux chez toi, il faut que tu demandes à la mairie de voir si tu peux faire telle façade, de telle couleur, etc. La mairie a le droit de te dire non, suivant si ça va dénaturer l'ensemble global. Ici pas du tout. Vous avez une maison avec une architecture italienne à côté d'une architecture française, à côté d'une architecture inconnue.
Ils s'en foutent. Tu veux construire, construis. Voilà, tout ce qu'on te demande, c'est de l'argent. Tu fais ce que tu veux. Et du coup, ça donne un truc assez chaotique. C'est pour ça que les Asiates, ils adorent les villes françaises, parce qu'il y a une cohérence, en fait, dans l'architecture. Bon, bref, je vais bosser et je rallumerai la caméra, du coup, quand on sera en ville, si on y va aujourd'hui ou pas. Voilà donc la poste, construite, designée en Phase 1. Cảm giác hình như nó ít hơn mỗi ngày các bạn. Yes. Ice cream.